Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à Top Secret, à mon ami Rock. Alors je vais vous présenter une conférence sur les orbes, enfin une petite conférence. Donc vous voyez le titre, l'orbologie au confluent de plusieurs techniques et disciplines. Alors on a forgé ce mot orbologie, et bien ufologie, le paranormal, donc orbologie, le discours des orbes. Alors bien entendu, c'est pas une science du tout, on est un petit peu pionnier dans mon groupe. Nous sommes une cinquantaine de personnes qui étudions le phénomène depuis environ 2007. Et on a engrangé pas mal de photographies. Alors pourquoi tant de photos? Parce que la photographie numérique est le moyen le plus simple pour obtenir ce phénomène. Un phénomène controversé, je ne vous l'apprends pas, beaucoup pensent qu'il s'agit toujours de poussière. Alors c'est vrai qu'il y a bien des poussières qu'on en prend avec nos appareils photo numériques, mais il n'y a pas que cela. Alors l'orbologie au confluent de plusieurs techniques et disciplines, parce que pour ceux qui souhaitent faire des recherches dans ce domaine, il est nécessaire d'avoir un petit peu un pied dans plusieurs éléments. Donc, pour les techniques à employer, l'appareil photo numérique reste le principal objet et le plus accessible par tous, mais aussi les appareils photo argentiques mécaniques à l'ancienne. Je vous montrerai. Ah, merci. Voilà, c'est beaucoup mieux, oui. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples de photos argentiques pris avec les 24-36 d'il y a 30 ans. Les moyens vidéo, infrarouge et ultraviolet, car le phénomène, en fait, se situe dans le domaine du spectre électromagnétique invisible à nos yeux. Alors, la technologie des drones. Alors, en fait, c'était un pari avec un de mes amis à qui le nu, son enfant, je ne peux pas citer son nom parce que c'est ce qu'on appelle un droneur professionnel. Il fabrique des drones pour la gendarmerie. Et lui, il me disait toujours, est-ce qu'il y a des orbes en altitude? Voilà, c'est ça le problème, parce que si ce sont des poussières, des particules, normalement, plus on s'élève, moins il devrait en avoir. Alors, on a fait des expériences à ce niveau, et effectivement, on trouve toujours des orbes au moins jusqu'à 200 mètres d'altitude. La au-delà, on ne sait pas si on n'est pas allé au-dessus, mais bon, pour l'instant, c'est un acquis. Enfin, l'instrumentation scientifique, c'est surtout la spectrophotométrie, et également faire des expériences à partir de bancs optiques pour recréer les phénomènes, si on peut les recréer. Ça nous a permis d'identifier par exemple les fils de soie d'araignée qui sont trompeuses et qui peuvent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. En fait, un fil d'araignée, ça réfracte la lumière et en photo numérique, ça vous donne une sorte de grande tige lumineuse, mais ça c'est expliqué, on va le voir tout à l'heure. Alors dans les disciplines, alors il est nécessaire, lorsqu'on veut faire des recherches, je dis bien des recherches dans le domaine, d'avoir un petit peu de connaissances en astronomie, c'est très important, en entomologie, donc pour les insectes, en géologie, parce que à l'instar des ovnis, on s'est demandé s'il y avait des terrains qui comportaient des éléments géologiques qui pourraient favoriser le phénomène. La météo, c'est important également. Est-ce que des conditions météorologiques vont favoriser les orbes? Par exemple, les orages. Après un gros orage, en fait, vous pouvez prendre des photographies. Vous verrez qu'il y a pas mal d'orbes dans l'environnement. Et la zoologie également, parce qu'en fait, quand nous faisons des photos, lorsque nous prenons des photographies nocturnes, on ne prend pas que des orbes. Il arrive de temps en temps qu'on puisse prendre d'autres phénomènes, des phénomènes de type paranormaux, des phénomènes de type ufologique, et des phénomènes qui peuvent intéresser la cryptozoologie. Alors on a une amie, alors je ne pense pas que c'est ici, qui s'appelle New Dimension dans notre forum, et qui a appris au Col de Vence, il y a 3 ans, une sorte de phénomène un peu zoomorphe, bizarre. On n'a pas encore identifié correctement la chose, on ne sait pas si c'est un jeu de bombes et de lumière, si c'est vraiment un phénomène de type cryptozoologique. Alors voilà, donc il est important d'avoir des connaissances dans tous ces domaines. Donc voilà, donc pour les spécialisations, la cryptozoologie, l'ufologie, la parapsychologie, le paranormal et le spiritisme expérimental. Alors, pour la parapsychologie, c'est-à-dire on s'est aperçu que les orbes semblent, je dis bien semblent, il faut toujours rester très prudent, fonctionner avec nos émotions. Et apparemment, en méditant, en
il y a une intention de faire apparaître ce phénomène. Le phénomène semble répondre présent. Alors là, avec deux membres de notre groupe, Georges et Mado, on a fait de nombreuses expériences d'appel d'ordre, vous allez voir tout à l'heure en photo, qui sont assez intéressantes. Et le spiritisme expérimental, alors là, je m'entends sur le terme, hein, c'est dans l'optique du 19e siècle, c'est-à-dire c'est la bonne vieille technique du guéridon, par exemple. Alors pourquoi le guéridon? C'est pas pour jouer avec, hein, pour appeler des esprits, c'est-à-dire on essaye de comprendre si le fait de parler avec des défunts, hein, si cela fonctionne, est-ce que le phénomène orbe est lié également à ça? Alors là aussi c'est controversé, on a des résultats intéressants, on a des orbes avec des visages, par exemple, vous allez en voir un tout à l'heure assez stupéfiant. Voilà, donc c'est une recherche pluridisciplinaire, c'est très important, il ne faut pas faire de cloisonnement, il faut que tout le monde puisse se parler, dans le respect, parce que c'est toujours dans ces domaines-là, c'est difficile, tous les gens ont l'habitude de se battre, etc. Il est très important d'avoir une attitude de recherche neutre et dans le respect. Parce que si on commence à vouloir taper sur le voisin, etc., ou dire moi j'ai raison, toi t'as tort, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut essayer d'avoir un fonctionnement, un minimum de méthodologie scientifique. C'est très très important. Sinon ça sert à rien. Voilà. Alors je vais vous montrer à quoi correspond une séquence de photos d'orbe, type, genre quelqu'un qui prend son petit compact. Alors là on a des photos de Clémentine, qui est une jeune fille de 14 ans, qui est la petite fille d'un de nos membres qui s'appelle Françoise. Alors vous allez voir, alors cette jeune fille a pris son compact, donc c'est un Nikon S170, hein, 12 mégapixels. Donc voilà ce qu'elle a eu, comme tout le monde peut avoir. Voilà, elle se promène dans sa prairie. Là, elle a des orbes en ombre, hein, donc ça c'était au crépuscule. Alors il faut aussi que je vous dise quelque chose. Il est important de prendre des photos d'orbes au crépuscule et à l'aurore. Ce sont deux fenêtres, si j'ose dire, qui sont très très favorables à tous ces phénomènes. Et il y en a beaucoup plus qu'après. Voilà. Alors vous voyez, c'est des structures assez étranges. Alors quand vous voyez ça, là, alors ça ressemble, alors vous voyez un noyau, vous voyez un cercle, alors ça semble quelque chose de matériel, voyez-vous, ça donne un aspect étrange, et celui d'en dessous a une échancrure, et vous voyez là, il y a comme des petites sphères. Alors il arrive qu'on prenne des photos où on voit ces sphères sortir d'ici, et se répandre dans l'environnement. C'est comme si c'était un orbe porteur, si j'ose dire. On a appelé ça de manière poétique l'orbe génésis, c'est-à-dire une génération d'orbes. Alors, pour les scientifiques, alors on travaille avec un physicien en optique qui travaille au laboratoire d'Orsay, qui s'appelle Jean, et lui pense que ça, ce sont des franges de diffraction, en fait, qui sont, donc c'est la lumière qui crée ce phénomène, sans se prononcer sur la nature de la chose. Il appelle ça l'explication standard, hein, c'est-à-dire une explication optique. Mais il n'exclut pas d'autres hypothèses. C'est un scientifique, il est donc prudent. Voilà, alors ça c'est la même chose en négatif. Il est toujours important de mettre ces photos en négatif, ça nous permet de mieux voir certains petits détails que la photo telle qu'elle ne montre pas. Alors un gros plan sur celui-ci, hein, quand même assez étonnant. On a bien l'impression d'une sphère. Il faut voir qu'en vidéo, les orbes apparaissent vraiment comme des sphères. Hein. Alors la photographie est un petit peu trompeuse parce que c'est statique. Ça vous montre à l'instant T donc un orbe qui est figé. La plupart des orbes sont en mouvement, ils bougent tous, ils vont très vite, ils peuvent rebrousser chemin, etc. Donc il est important, lorsque vous vous intéressez au domaine, d'acquérir une caméra vidéo infrarouge. Ça vous permet d'avoir une vue plus complète sur le phénomène. La photographie étant importante, mais elle n'est pas, c'est pas, comment dire, suffisant. Alors ici, vous avez un orbe en mouvement qui a été capturé, là, cet orbe blanc laiteux. Voilà, alors là, on a fait des arrondissements, vous allez voir. Alors là, ici, vous avez des nuages en arrière-plan. Hein. Ce que vous voyez ici, ce sont des nuages détruits dans les nuages. Hein. Voilà. Donc là, vous avez des orbes qui apparaissent, qui n'étaient pas visibles tout à l'heure. Parce que beaucoup d'orbes, alors ça c'est un autre problème, ne sont pas toujours visibles même dans les photos. Il faut les éclaircir pour avoir la totalité des orbes présents.
Alors c'est intéressant parce que si nous avons un impact de lumière sur une particule de poussière qui va passer à 3 cm de votre objectif, pourquoi à ce moment-là vous avez d'autres orbes qui eux restent dans le noir absolu, et lorsque vous les éclaircissez avec un simple logiciel comme photofiltre, vous allez avoir d'autres orbes extrêmement brillants, ou alors qui reflètent la lumière comme une planète, un effet qu'on appelle un effet d'albédo, c'est-à-dire vous avez un croissant un peu comme une planète en phase. Ça veut dire que l'orbe absorbe la lumière ou polarise la lumière. Ça, c'est pas encore très clair dans les recherches. Alors ça, j'attire votre attention, ça c'est Saturne en mouvement, et là on a baissé la lumière, et hop, on obtient cette chose, donc l'orbe sans cette lumière intense, vous voyez, il y a un petit effet de transparence. Alors il faut se méfier, bien entendu, dans les post-traitements, il faut que vous sachiez que, en fait, si on veut être rigoureux, il faut jamais faire de post-traitement sur une photo de format JPEG. Le format JPEG est un format compressé, un format qui est travaillé par l'appareil photo pour le rendre plus joli à notre œil humain, à la perception de nos couleurs. En réalité, il faudrait travailler sur des fichiers RAW, des fichiers bruts. Alors, c'est pas évident à faire parce que ce sont des fichiers très lourds, mais normalement, dans l'étude de ces photos, il faut travailler sur du RAW. C'est toujours très important. Alors là, j'attire votre attention sur ce phénomène au centre. Alors, ça a été pris vitre baissée en voiture, donc d'après Clémentine, donc Clem, et ses parents, ils ont vu cette chose se diriger vers eux. Alors c'est peut-être pas un orbe là par contre, c'est un autre phénomène. Il ne pleuvait pas, là je l'éclaircis. Ils l'ont vu donc arriver de leurs yeux, et ça a disparu, ça s'est évaporé. Alors qu'est-ce que ça peut être ? D'ailleurs, on voit alors au post-traitement, alors là c'est une photo qui a été traitée avec un rehaussement de contraste, et là vous voyez qu'il y a encore autre chose, il y avait en fait deux choses ici. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est pas ici de l'eau sur l'objectif, hein, donc d'après les témoins. Et voilà, donc encore une énigme, parce que lorsqu'on étudie les orbes, ce qui est passionnant, c'est qu'un peu vous tirez le fil, vous avez plein de choses qui viennent avec, il n'y a pas que les orbes. En fait, les orbes, c'est une petite partie d'un phénomène global, qu'on appelle dans notre groupe le paramètre invisible, parce que c'est dans notre environnement, c'est assez complexe et c'est très varié, vous allez voir. Donc encore un autre orbe ici, important, avec un plus petit près des buissons. On a remarqué aussi que le phénomène est très présent où il y a de la végétation. On essaye de comprendre s'il y a un lien entre ce phénomène et la présence d'arbres, notamment de type chêne, sorbier, cerisier. On a remarqué que les orbes aiment beaucoup ces arbres. Alors est-ce que c'est un effet, une fois de plus, de pollinisation? On va rester prudent, parce que, mais on a souvent aussi des orbes hors période de pollen. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer quelque chose, on va casser un mythe, enfin c'est pas un mythe, c'est un préjugé. On dit, les orbes ça se prend pas avec des appareils réflexes. Encore pire, je peux vous dire que ça se prend avec des réflexes argentiques mécaniques. Alors là, c'est un gros appareil, c'était un appareil pour la photographie animalière des années 70 de fabrication russe. C'est un Zénith. Donc un appareil photo tout à fait mécanique et classique. Alors il a deux objectifs, là c'est son canon 300 mm, donc un tel objectif, mais il utilise aussi des objectifs grand champ. Et avec cet objectif grand champ, on a pu faire ces photos-là. Voilà, des orbes en argentique sur pellicule ASA 3200 qui ont été prises en Isère en 2010. Voilà. Alors la forme hexagonale, ici, en fait, c'est le diaphragme de l'appareil photo mécanique qui donne cette forme. Hein. Parce qu'en fait, l'orbe est rond parce qu'il prend la forme de l'objectif. Mais en fait, le phénomène doit être différent. On en encapte une petite partie. On n'a pas tout dans ce phénomène, parce qu'il est dans le spectre invisible. Là, regardez encore une photo argentique, vous voyez, orbe. Et tout le monde peut faire l'expérience, hein, c'est pas compliqué. Ici, deux orbes ici au-dessus de la clôture. Et si nous avions une caméra infrarouge qui a filmé de la neige orbique, si j'ose dire, nous avions Gildas Bourdet avec nous, l'ufologue que vous connaissez certainement, et il a été estomaqué. Il nous a dit, il n'en revenait pas de voir ça. Et on avait un musicien avec nous, il jouait donc des airs de guitare, et à chaque fois, blanc, il y avait des flopées d'orbes qui arrivaient. Donc, rapport entre le phénomène également et la musique et les harmoniques. Alors, s'il y a des musiciens dans la salle, n'hésitez pas à vous amuser, vous prenez votre instrument favori, vous jouez, vous demandez à quelqu'un de vous prendre en photo quand vous jouez. Et vous verrez, vous serez surpris. Encore d'autres orbes en argentique, voilà. Donc, ils se présentent tout à fait, comme avec les photos numériques, c'est tout à fait identique.
Alors là, on a essayé de faire une typologie des orbes et des phénomènes connexes. Alors classer les orbes, c'est une vraie gageure, parce qu'en fait, il y en a plein, mais il y a des grands types qui se dégagent. Alors là, il y a une belle photo avec un arc-en-ciel, voyez-vous, avec 3 orbes là-haut, et au sol, qui d'ailleurs ici, vous voyez, on voit bien l'impression de sphère. Hein. Ils ne sont pas tous pareils. Alors les couleurs. Les orbes, en fait, se retrouvent dans la couleur de l'arc-en-ciel. Il y a 7 couleurs à peu près. Alors d'abord les orbes diaphanes, donc les orbes translucides, c'est les plus intéressants. En fait, alors les scientifiques s'intéressent, enfin le scientifique que nous avons s'intéresse plus à cette forme d'orbe-là parce que ça pose un problème, je le répète, si ce sont des particules, pourquoi elles ne sont pas éclairées de plein fouet par le flash? Alors ici, c'est transparent, il n'y a pas de lumière. C'est un phénomène en fait qui se révèle donc sur le capteur de manière discrète ici. Alors des orbes jaunes, alors c'est plus rare, il y en a un peu moins que les autres. Des orbes verts, voilà, avec une petite échancrure. Des orbes rouges, alors ceux-là ils ont mauvaise réputation, vous avez peut-être lu dans certaines publications, il y a le livre La science confrontée de l'expliqué de George Knepp sur le ranch Gorman, où il disait que les orbes rouges apparemment étaient assimilés à un phénomène de type ovni et qui participeraient, enfin d'après des témoins qui avaient sur place, à ce qu'on appelle une mutilation animale. Mais il faut rester extrêmement prudent. Moi je pense que c'est pas, ces orbes-là quand même ne sont pas tout à fait pareils à mon avis. Alors des orbes un peu orangés ici, ocre, alors vous voyez il y a toutes les couleurs, rose, mauve, alors ça c'est magnifique. Très beau. Il y a une esthétique dans l'orbe. Hein. Il y a même des gens qui commencent à faire de l'art avec ça. Ils trouvent ça très beau. Il y a des expositions. J'ai vu aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a fait une exposition d'orbes peints qui sont superbes. En bleu, voilà. Alors il faut dire que les couleurs que vous voyez ici, alors on a fait des mesures en colorimétrie. Alors la colorimétrie, c'est un moyen empirique. Hein, c'est très empirique. On prend des pixels au centre, sur la circonférence, on s'en prend un peu partout. Et on prend un Pantone, donc vous avez toutes les différences de tons, etc. Et on essaye de voir quel ton exact il y a dans ces orbes. Est-ce que d'un orbe à l'autre on retrouve des constantes? Alors il y en a quelques-unes au niveau des couleurs et des tons. Alors on s'est aperçu aussi que l'orbe rouge, en fait, n'est pas vraiment rouge. Dans les Pantones, ça donne une couleur un peu saumon. Enfin, c'est très particulier, c'est très spécial. Et le bleu, par exemple, c'est un orbe qui est proche des ultraviolets. Et les rouges, plus les infrarouges. En fait, c'est très simple. Hein. Les orbes se situent dans les deux extrémités du spectre. Voilà. Donc, avec différentes énergies au niveau de leur couleur. Alors, on a des orbes blancs laiteux également. Un peu comme un aspect comme ça, c'est très bizarre aussi. Les arcs-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, parce qu'ici, vous avez, vous voyez, différentes couleurs. Ça ressemble un petit peu à la planète Jupiter avec sa bande équatoriale. Là, c'est assez amusant. Vous avez un orbe à côté. Alors, là, honnêtement, on peut peut-être expliquer ça par de l'irisation. C'est-à-dire que de l'eau. C'est-à-dire qu'il est peut-être, alors peut-être, ce type d'orbe-là n'en est pas. C'est peut-être de l'eau, tout simplement, parce qu'ici, on a une irisation qui est caractéristique de l'eau avec de la lumière. Ça fait un effet prisme. Voilà. Alors ici, des polychromatiques, alors la photo n'est pas bien rendue, hein, malheureusement. En fait, c'est un orbe qui a plusieurs tons là, de couleurs, ça se voit pas bien ici. On a du rouge, on a de l'orange, on a du vert, il y a du bleu, il y a différentes couleurs. Là, un orbe gris-vert, voilà, pris dans un champ en Picardie. Voilà, dominante noire, alors là, c'est un peu plus rare. Il y en a quelques-uns aussi, comme ça, des orbes noirs, qui sortent très sombres. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Vous avez plusieurs orbes de couleurs sur la même photo. Alors, ça va à l'encontre de l'hypothèse qui a été dite par les sceptiques qui disent, voilà, les orbes en couleurs, c'est parce que c'est le traitement anti-reflet des objectifs d'appareil photo qui donne ces couleurs. Or, quand on a plusieurs couleurs sur une seule photo, ce n'est pas possible. Ça ne vient pas du traitement anti-reflet, parce que les traitements anti-reflet sont bleus, effectivement, sont quelquefois un peu une dominante orange. Alors, on devrait avoir que des orbes rouges ou oranges sur une seule photo. Or là, il y en a plusieurs, donc c'est pas possible. Ici encore, là, c'est une vraie symphonie. Vous avez ici, vous voyez, de toutes les couleurs, tous les tons, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, c'est étonnant. Voilà. Alors ça, je voulais vous dire aussi que pour les sceptiques, hein, pour notamment le scientifique qui travaille avec nous, qui est quand même un a priori sceptique, pour lui, les couleurs des orbes, c'est le vrai problème. Il ne comprend pas. Il peut expliquer les orbes par l'optique, par la physique optique, mais la couleur, il ne comprend pas.
c'est une pierre d'achoppement. Voilà. Donc tout n'est pas expliqué, c'est pour vous le dire. Alors les catégories d'orbes, alors on peut voir des catégories principales. Alors ça c'est très beau. Les orbes cœurs, ce qu'on appelle les cœurs, alors un bleu. Alors c'est assez étonnant comme phénomène, comme structure. Ils peuvent apparaître en rouge également, en blanc, comme ici. Alors ça ressemble vaguement à un cœur, bien entendu, hein, mais c'est étonnant. Alors les orbes gémellaires, donc des jumeaux, on voit souvent des orbes identiques, vous voyez, leur couleur est légèrement différente, mais regardez le dedans, c'est pareil, comme un croissant ici, c'est les mêmes phénomènes en double. Voilà, là un petit peu on dirait une planète et son satellite, vous voyez, c'est très beau. Alors là c'est intéressant, alors, la photo n'est pas très bonne qualité, mais j'attire votre attention ici, il y a un échange de matière entre les deux, regardez avec l'agrandissement, il semble se détacher de l'orbe principal ou alors d'entrer en fusion avec lui. C'est étonnant. Alors ici encore deux orbes ensemble avec deux couleurs différentes, vous voyez, c'est un rose et un peu vert jaune. Les orbes striés aussi, c'est intéressant. Voilà, alors des orbes de forme irrégulière, il y en a aussi. Avec membrane ici, voilà, une espèce de membrane là, énorme. Vous voyez, on les voit très bien. Alors, ça c'est le problème des orbes à visage. Alors, effet de pareidolie ou non. Hein. Certains ici voient un visage d'animal, ici aussi un petit peu. Vous voyez à droite ici, il se fragmente. Vous voyez, on dirait que la structure est ouverte et il laisse sortir d'autres petits orbes. Voilà. Des orbes en mouvement, ici. Ah, c'est assez intéressant. Vous voyez, on dirait des comètes là, qui passent, alors on voit strictement rien. Alors je tiens aussi, attendez, je tiens à vous dire une chose, regardez bien, là, la végétation est au point mort, il n'y avait pas de vent. Hein. Vous voyez, les arbres ne sont pas, les feuilles, on voit qu'elles sont, comment dire, qu'elles ne bougent pas. Donc, pourquoi ces mouvements? Ah oui, alors ça c'est encore autre chose. On appelle les orbes alphanumériques avec symbole. Vous voyez, au centre, il y a comme des petites lettres. Alors, bien sûr, ça peut être un effet du grain numérique, mais quand même, c'est bizarre, parce que ça ressemble quelquefois à des lettres grecques, ou des lettres hébraïques, ou des numéros. Là aussi, on voit bien, là, vous voyez. Alors, il y a du bruit, hein, le bruit numérique est tout autour. Alors, est-ce que c'est le hasard ou non? Bon. Là aussi, vous voyez, il y a des sortes de petits signes. Il y a des croix, quelquefois, des motifs cruciformes dedans. Et c'est quand même bizarre, là, comme ça. Voilà. Ah, attendez, voilà. Alors ça, je vais vous montrer quelque chose d'unique. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez déjà vu ça. Alors, on appelait ça fibroradié. Alors ça, c'est le terme qui vient d'un professeur du lycée Chaptal à Paris, de physique, qui a vu ces photos et qui a trouvé ça assez extraordinaire. Regardez ça. Alors ça, c'est étrange. Voilà. Alors, merci pour les waouh, parce que c'est rare. On n'a pas encore compris comment c'est possible. Alors, on connaît les orbes sphériques classiques, mais alors ça, vous avez en fait des rayons qui ont un radiant, c'est-à-dire qui ont un point au centre. Alors, vous allez voir des agrandissements. Alors, ça a été pris avec un feu, c'était à la feu de la Saint-Jean. Alors, on a refait l'expérience de faire des feux, on a refait des photos, mais on n'arrive pas à voir ça. Alors, c'est vraiment bizarre. C'est un exemple unique, hein, je n'en connais nulle part ailleurs. Regardez ici, vous voyez. C'est étonnant, hein. Alors là, qu'on m'explique, hein, si c'est des poussières, moi je veux bien, mais vous voyez, regardez, alors là, on voit même qu'il y a du volume. On a l'impression, enfin, il faut rester prudent, on a l'impression que c'est un chapeau chinois, vous voyez que ça forme un disque. Et il y a 13 à 14 rayons selon les phénomènes. Alors les personnes qui ont pris ces photos ont pris ça avec un compact. Ils n'ont rien vu, hein, il n'y avait absolument rien de visible, il n'y avait pas de gêne respiratoire, donc si c'était du pollen, là où une tempête de pollen, les gens tousseraient, c'était pas le cas du tout. Grand mystère, mais en tout cas c'est magnifique, hein, c'est très très beau. Alors fibroradié parce que on dirait des fibres qui prennent le centre ici, comme si ça prenait c'était en développement, enfin c'est très bizarre. Vous voyez, encore ici, un exemple unique, je le répète, je ne connais pas d'autres exemples de ça, aussi nettement. Vous voyez, c'est incroyable. Alors les phénomènes connexes, alors je vous l'ai expliqué, forcément quand vous allez prendre des photos d'orbes de nuit ou de jour, à force de prendre des photos, enfin pour mon groupe on est des passionnés, on prend beaucoup de photos, on va avoir un jour ou l'autre autre chose que des orbes. Alors je vais vous montrer. Les spots, alors ça c'est rare, il n'y a pas beaucoup. Alors les spots c'est ce truc là, alors ça a été pris là ici au col de Anse,
On lui dit les 3 pierres, pour ceux qui connaissent. Et là-haut, le spot, ça a une forme comme ça, un peu de poire, avec un jet de matière en haut. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez comment ça se présente? C'est toujours pareil. Et alors, il y en a qui sont extrêmement lumineux, vous allez les voir ici. Voilà, alors ça, c'est étonnant. Ça donne même un effet de fleur, pratiquement, tellement c'était brillant. Voilà, il y a aussi un berger suisse qui se balade. C'était pris en Isère, hein. Alors là, Gilda Bourdet qui a vu ça, mon ami Bourdet me dit « Ouh là là, attention, là, tes amis en Isère, il y a le phénomène OVNI qui est en train de leur jouer des tours, ils doivent faire une mise en scène extraordinaire. » Parce que là, cet endroit-là, Bourdet s'est déplacé parce qu'il y avait des phénomènes qui lui ont fait penser au ranch Skinwalker en Utah. Pour ceux qui connaissent ce livre, ces phénomènes, alors en plus petit, mais c'était pareil, il y avait de tout. Il y avait des phénomènes paranormaux, ces trucs bizarres, il y avait des orbes, elle a vu des ovnis, il y avait un tourbillon de matière fluorescent dans un champ qui a fait fuir ces animaux. Enfin, c'est bizarre. Nous, on est allés sur place, on a vu effectivement beaucoup de phénomènes de ce type. Alors, regardez encore un ici. Alors là, c'est carré, regardez, c'est très lumineux. Vous voyez ici, il y a un phare. Ça veut dire que c'était très très lumineux. Et pourtant, il ne voyait rien. C'est ça qui est étrange, absolument rien. D'ailleurs, ici, ça c'est Richard, un de mes amis. Vous voyez, il va qu'à ses occupations, sa femme a pris une photo comme ça, puis il y avait ça sous sa tête. Bon. Alors les serpentoïdes, alors ça c'est un autre truc encore très curieux. Alors on appelait ça serpentoïde, alors ça peut faire rire, hein. Oidos en grec, ça veut dire en forme de serpent, plutôt qu'appeler ça des serpentins, des serpents je ne sais quoi, ou des serpentaires, parce que serpentaire, on peut mélanger ça avec l'astrologie, le signe du serpentaire. Alors je me suis dit, il faut mieux qu'on appelle ça serpentoïde, même si ça fait un peu sourire. Alors ici, on voit ici dans la crypte de la cathédrale de Chartres. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cela? Vous voyez, cette crypte est en granit. Et notre ami physicien me dit, est-ce que ça pourrait ne pas être une émission de gaz radon qui aurait pu être pris en photographie par un numérique? Donc un élément radioactif. Mais il ne s'explique pas si c'est ça, comment une forme pareille, le gaz radon peut donner cette forme avec un appareil numérique. C'est un truc qui ne va pas. Alors, voilà, ici il y a un gros plan, et en plus vous avez un orbe qui est collé dessus. Et en transparence, on voit quelquefois, vous voyez, des éléments à l'intérieur, comme ça. C'est assez étrange. Alors ça, c'est le serpentype, hein, serpentoïde type. Alors on dirait un néon, ça fait comme des gros néons qui se baladent, hein, comme ça. Voilà, alors il y en a en toute saison, mais c'est un phénomène rarissime. Il y en a beaucoup moins que les orbes et le reste. C'est beaucoup moins commun. Et on en a eu en hiver, en été, il y en a en toute saison. On dirait un gros néon qui se balade, là, comme ça. Avec un mouvement, il ondule. Ainsi un plus petit. Un autre, vous voyez, on voit bien le mouvement comme ça. On dirait une flamme qui s'en va, comme ça. C'est très curieux. Alors le chien en bas, il n'en a rien à faire, vous voyez, il est tranquille. Donc, visiblement, ça ne doit pas être quelque chose de très, très dangereux. Vous voyez, en gros plan, vous voyez, on voit que c'est très énergétique. Alors, il y en a qui ont pensé que c'était des insectes, c'était un effet de rémanence, c'est-à-dire que l'obturation et la sensibilité ISO n'étaient pas peut-être bien réglées. Et est-ce qu'un insecte peut donner ça? Ben non, parce qu'on a fait des essais. Un insecte ne donne jamais un trait pareil, hein, c'est pas aussi lumineux. Ça donnera plutôt un petit filament. Alors ça, effectivement, ça peut être des insectes, effet de rémanence d'image, mais ici, c'est pas de la rémanence d'image, c'est autre chose. Alors là, c'est très étrange. Alors ça, c'est une maison qui est située dans les Yvelines. On l'appelle la maison aux orbes. Pourquoi? C'est la seule maison de cette rue où il y a des orbes au-dessus. Je vous assure, hein. Georges connaît aussi cet endroit et d'autres amis. On est allé voir pourquoi cette maison attire les orbes. Et en plus, on a vu c'est un phénomène étrange, on va dire un petit peu inclassable. Alors je l'ai mis dans les serpentoïdes, mais je ne sais pas ce que ça peut être. C'est un truc un peu bizarroïde, on va dire, hein. Voilà, des choses qu'on peut prendre avec à l'intérieur 3 noyaux ou je ne sais quoi. Vous voyez? Alors cette maison, c'est la seule de la rue à avoir ici une haie d'arbres assez importante. Alors une fois de plus, relation entre végétation et ordre. Bon, point d'interrogation. Voilà. Alors ça maintenant on en est revenu, alors on appelait ça des CNI, créatures non identifiées, parce que au début de l'aventure en 2007, on avait ça sur nos photos, on disait oh là là, attention, qu'est-ce que c'est que ces trucs, un petit bonhomme, un ange, vous voyez, avec une traînée sombre. Hein. Bon, depuis on en est revenu. Hein. Tout ça là, ce sont des insectes en vérité. C'est-à-dire les insectes de nuit, leur corps, leurs ailes renvoient la lumière un peu comme un miroir et ça déforme complètement l'image.
Donc ça, en fait, ça devait être une sorte de cousin, vous savez, c'est un corps, le thorax, les ailes. Et le noir, là, c'est un effet de rémanence, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'appareil photo n'a pas été assez rapide pour prendre la photographie, donc c'est un compact, et nous avons cette chose. Alors par contre, ce que nous classons dans les CNI, alors ça c'est des insectes, ça aussi, voilà. Ça par contre, on ne sait pas trop. Et ça aussi, vous voyez, ce genre de choses comme ça, là, on a quelquefois des phénomènes de ce type, là, on dirait des, je sais pas, ça ressemble à des mollusques volants, c'est très étrange, avec des couleurs toujours orange. Ça, par contre, c'est une autre paire de manches, pour dire que c'est un insecte, c'est pas... Là, on est en contact avec un entomologiste, où on lui montre quelquefois nos photos, pour qu'il nous donne son avis. Alors, ces deux-là, pour lui, point d'interrogation. Voilà. Ça aussi, c'est assez curieux comme forme. Alors, ça peut être un papillon, mais là, on ne trouve pas bien la forme du papillon, c'est-à-dire il devrait avoir des antennes qui devraient être déformées, mais elles ne sont pas présentes. Alors, bon. Alors ça aussi, c'est assez curieux, avec les deux petites lumières, là, vous voyez une sphère avec deux lumières, bon, des orbes autour. Alors ça, c'est aussi très intéressant. Alors, on a une piste, c'est ce qu'on appelle les sillages au plasma ionisé, hein, le plasma toujours ionisé. Vous avez, alors, ça c'est relativement rare aussi. Vous avez, c'est comme un rectangle. Vous avez ici un disque. Et ici, cette forme, alors apparemment c'est du gaz. Hein. On peut même l'identifier de l'azote et de l'oxygène. Et apparemment, l'hypothèse, c'est que l'appareil photo, il agit comme une allumette et provoque ce phénomène. Mais il y a un problème. Alors je vous invite tous à aller voir sur Internet le site du CERN à Genève, le cyclotron, là on ne sait pas comment ça s'appelle le cyclotron, à Genève. Bon, ils ont une banque d'images. Et vous allez voir qu'ils obtiennent des trucs comme ça en faisant avec des particules qui entrent en collision. Seulement eux, pour avoir ça, ils monopolisent une énergie immense. Et avec un appareil photo, semble-t-il, on peut avoir un résultat similaire. Ça, c'est encore un gros problème. Et d'après un de nos amis ufologues, il se demandait si ça, c'était pas le résidu du passage d'un ovni, par exemple, qui laisserait dans l'atmosphère une trace d'un très puissant électromagnétisme. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, une fois de plus, dans le ranch Norman, le NIT s'est aperçu que les ovnis avaient une faille. Et cette faille, c'est leur signature électromagnétique qui se détecte, même s'ils sont invisibles. Alors ça, apparemment, ils n'arrivent pas à retirer leur signature. Est-ce que ça pourrait être un résidu de leur passage? Alors voilà un autre phénomène de même type. Encore un ici. Alors là, c'est très intéressant. La personne qui avait pris ces photos avait vu la veille, dans la nuit, deux ovnis. D'ailleurs, ça a été enquêté par LDLN, je ne me trompe pas, cette affaire. Et le lendemain, le soir, pardon, elle a ça, dans son jardin. Là au sol, vous voyez, c'est très bien délimité. Alors là, voilà comment ça se présente. Alors ça, celui-ci a été pris en Picardie, vous voyez. C'est petit, c'est loin, mais quand on agrandit, c'est quand même assez incroyable. Il y a toujours ce disque devant, donc ça partirait comme ça, dans ce sens, à très grande vitesse. Et si vraiment c'est du plasma, c'est quand même assez dangereux, me disent un de nos amis, parce que vous prenez ça en pleine figure, vous grillez. Hein. Donc, heureusement que c'est loin, mais c'est une hypothèse de travail. Je ne dis pas que c'est un sillage au plasma, mais apparemment c'est une des pistes les plus intéressantes actuellement. Voilà, encore un autre exemple, là-haut. Voilà. Vous voyez? Alors ici, on voit ici le disque qui se démarque de ceci, vous voyez, hop, et puis on a une sorte d'or, mais alors ça, c'est encore une rémanence d'image. Alors là-haut, il y en a encore un. Vous voyez, les formes se retrouvent, hein. Et ça a été pris dans Rhône-Alpes, l'autre en Picardie, c'est toujours les mêmes formes. Voilà. On retrouve en grosso modo les mêmes structures. Alors la différence d'image vient parce que là c'était au loin, là c'était plus près, donc l'image est plus là. Donc on peut supposer que ce truc-là, en plus, a vraiment comment dire, c'est physique, quoi. C'est pas quelque chose de subtil ou inexistant, c'est physique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les BVI, alors les brumes vaporeuses invisibles, aussi un domaine controversé. Alors attention, effectivement, à la respiration, attention à la fumée. Alors, vous allez voir qu'il y a des phénomènes comme ça étranges. Alors, ceci, ça apparaît, alors vous prenez vos orbes, et puis un jour, vous allez avoir ça. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, regardez bien. Alors ici, ça a été pris au col de Vence par 2 dimensions. Alors, c'est extrêmement brillant, c'est très grand. Alors, le premier témoin historique de ça,
s'appelait Rachel. Rachel qui a été publiée dans Top Secret il y a quelques années, avec qui j'étais en contact. Et à l'époque, comme on en a parlé, j'étais extrêmement sceptique. Je me disais, c'est pas possible, parce qu'elle les avait au mois d'août. Elle habitait la région des Hésites Tayac, donc une région assez sèche de manière générale. Et elle avait ces phénomènes. C'est elle qui a appelé ça les spectres zoomorphes. Hein. Il faut rendre, moi j'aime bien rendre les appellations à leur inventeur. Donc c'est cette dame qui a inventé ça, parce qu'elle avait l'impression, spectre, de voir des fantômes, zoomorphes en forme d'animal. Mais nous, on a pensé que c'était trop réducteur. Parce que spectre zoomorphe, on met tout de suite ça dans la case des fantômes, de forme animale. Alors nous, on avait inventé ce sigle, brume vaporeuse invisible, pour essayer de définir ce qu'était un peu ce phénomène de manière neutre. Et ça, c'est l'exemple le plus extraordinaire que Joël Ménard de la revue Lumière dans la nuit a appelé le boa. Alors, vous voyez, c'est assez curieux, on dirait un serpent avec les crocs et tout, et qui... Regardez la maison à côté, vous voyez? Et là, j'ai augmenté la lumière, et on voit bien le phénomène tel qu'il se présente. Alors, il faut dire que là, il y a une histoire. Cette dame, Christina, c'est sa fille qui voyait ces phénomènes de ses yeux. Elle les voyait de ses yeux, c'était pas invisible. Et cette fille qui, à l'époque, avait 13 ans, donc elle était jeune, s'est fait, d'après ses dires, hein, je répète son témoignage, s'est fait poursuivre par un de ces phénomènes qui avait une forme d'araignée, on appelait ça l'arachnomorphe, donc en forme d'araignée. Et on avait une photo de ça, alors ça représente comme un thorax avec d'énormes tentacules de vapeur, et qui s'est sublimé contre la maison, comme ce bois d'ailleurs qu'elle a vu également, cette jeune fille. Voilà, et ça c'est sa mère qui a pris la photo. Sa fille lui disait c'est là, elle prenait la photo, et voilà. Alors ça c'est l'exemple vraiment le plus intéressant. Alors ça c'est d'autres phénomènes, alors un peu colorés, là près d'un arbre, ici. Encore, voilà, on voit là d'autres encore, accompagnés d'orbes. Alors, attendez, je vais un peu vite. Oui, c'est la dernière. Alors là, c'est ce qu'on appelle les voiles. Alors, les voiles sont expliqués aujourd'hui. On sait qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle les caustiques en optique géométrique. Qu'est-ce qu'un caustique? Ça donne ces formes tout à fait magnifiques. Est-ce que vous avez déjà vu, si vous êtes allé à la piscine, l'eau forme, avec le soleil, des formes comme ça, un peu fantasmagoriques? Même quand vous buvez un liquide, vous mettez votre verre au soleil, et sur la table, vous allez voir bouger ce type de forme. Ça apparaît en fait avec l'eau et avec la lumière. C'est un phénomène de physique optique. Voilà. Et c'est le mathématicien René Thom qui en a défini le premier l'explication. Et il faut savoir, vous voyez, c'est très beau, on dirait un entonnoir, on appelle ça des fronces, c'est en géométrie. Et il faut savoir que cette forme, en fait, mesure plusieurs dizaines de kilomètres de long. En géométrie, en optique géométrique, ce que vous voyez là, c'est qu'une toute petite partie. Il faut imaginer que ça s'en va très très loin. Voilà, ce sont des objets mathématiques. Alors, c'est très intéressant. Ce sont des objets mathématiques que l'on peut photographier. Je tiens aussi à vous dire que ça fait partie de ce qu'on appelle en mathématiques la topologie. Voilà, la topologie. Ça fait partie de ça. Donc, ça n'a rien de surnaturel. Hein. C'est beau, ça fait mystérieux, mais c'est expliqué. Ça, vraiment, c'est rien du tout. Voilà. Donc, les caustiques. Alors maintenant, j'en viens aux photos étranges qu'on peut prendre en faisant la chasse aux orbes. Comme je l'expliquais tout à l'heure, forcément, en se mettant en observation, prendre des photos, c'est comme si on lançait des filets, et on va ramener un jour autre chose que des orbes. Et ici, par exemple, Catherine a pris ce truc-là, qui est quand même curieux. Alors, si je vous l'agrandis, et si je dis rien, on dirait une photo de triangle, vous voyez, comme on en a vu déjà en photographie aux États-Unis ou en Europe, avec deux grandes lumières, une petite lumière ici moins brillante. Et